Je vais aborder donc la façon dont se sont présentés le problème des corpus informatisés dans les années 60, il y a deux courants qui sont issus tous les deux de la tradition britannique et de deux positions à l'intérieur de la tradition britannique et qui ont abouti dans les années 90 avec une première attestation du terme 84 sur ce qu'on appelle la corpus linguistics. On retrouvera au détour, mais je n'y insisterai pas, le débat avec le programme chomskien, puisqu'à partir de 65, les gens qui faisaient de la corpus linguistics, ou du moins ce qui était avant la corpus linguistics, en Grande-Bretagne, étaient complètement interpellés sur certaines questions et des débats étaient relancés sur ces questions-là. Mais je serai assez brève là-dessus. Donc, on identifie, comme je vous le dis, deux courants. Alors, Thierry pourra me dire si c'est toujours le cas, enfin, il me semble. Corpus Driven, avec comme chef de file John Sinclair, qui est décédé il y a à peu près 12 ans, et Corpus Based, avec le chef de file Geoffrey Lynch. Alors, le premier courant, Corpus Driven, et oui, alors deux moments évidemment, effectivement, il faut que je le signale. Donc les années 60 où on pense le problème des corpus informatisés pour résoudre un certain nombre de questions, et là les années 90 où avec la mise à disposition de grandes masses de données, et un développement inédit du problème des corpus jusqu'à actuellement où la question se pose si le recours au corpus est évitable pour un linguiste et qu'est-ce que ça pose par rapport au problème d'empiricité d'avoir ce nouveau type de données. Donc, je viens au courant corpus driven, donc le premier. Les sources sont en grande partie Firth, avec au-delà de la tradition, avant la tradition britannique. Firth, dans les années 50, je vais donner les grands points de ce qu'on va les retrouver dans ce courant, donne énormément d'importance au texte, on va voir ce que ça veut dire les textes, au langage restreint, au sens par colocation, à l'étude de l'usage à partir de données authentiques et intégrales, au niveau imbriqué du lexique et de la grammaire, et l'idée associée d'un continuum, une gradience entre les structures linguistiques. L'objectif de Firth était d'établir une théorie sémantique où la notion de sens par colocation joue un rôle central. Firth a une position anti-structuraliste et s'oppose à une conception de la langue comme système où tout se tient. Il y est. La description linguistique doit s'effectuer à partir non de cette totalité de la langue, mais à partir de langages restreints. Toute description linguistique, et les applications évidemment, mais toute description linguistique ne peut se faire qu'à partir des langages restreints. Un langage restreint pour Firth, c'est n'importe quel texte, à partir du moment où il est intégral et authentique. Donc, un poème, une déclaration des droits de l'homme, tout ça, c'est un texte, c'est un langage restreint. Au niveau sémantique, Firth oppose à une conception mentaliste ou a priori du sens des mots, une conception du sens par colocation, voire la fameuse citation qui est court maintenant encore chez les corpus linguistes, qui la cite extrêmement fréquemment, sans qu'elle soit tout à fait comprise, du moins. Et c'est meaning by collocation is an abstraction at the syntagmatic level and is not directly concerned with the conceptual or ideal approach to the meaning of words. One of the meanings of night is its collocability with dark, and of dark, of course, collocation with night. Donc, le sens par colocation, sans rentrer dans les détails de cette définition, est une conception lexicale du sens. Pour aller vite, les élèves indirects ou directs de Firth, qui sont comme Halliday ou Sinclair, se sont donné pour tâche, qui avait déjà été vraiment évoqué par Firth, puisque le sens, une théorie du sens, c'est l'étude des colocations, c'est d'étudier des patterns de colocation dans les textes, définissant un mot pivot, dans du texte à gauche, chercher les concurrences en quelque sorte. Alors, si on regarde maintenant la position de Sinclair, je vais de côté Halliday, qui est le chef de file du courant corpus driven, on peut dire qu'il est resté assez au plus proche des positions de Firth, et à partir de l'idée d'un continuum entre grammaire et lexique, Sinclair considère que le repérage automatique des colocations
ne doit tenir compte ni des catégories grammaticales, ni des frontières grammaticales, propositionnelles ou monophrastiques. Les colocations, par exemple, hard work et work hard, doivent être considérées comme équivalentes, même si dans l'un, on a un verbe, enfin, un nom, et le deuxième, un verbe. Suivant la position de forme, l'étude des colocations doit se faire à partir de textes authentiques et intégraux, produits en contexte de situation, stipulant que n'importe quel texte est représentatif de l'ensemble du langage. Voici la citation extraite du premier article qu'a écrit Sinclair en 1965. So, a poem is a sample of a language, perhaps not a representative sample, but only carrying meaning because it can be referred to a description of the whole language. Donc n'importe quel texte, hein, c'est là qu'on ajoute, c'est un langage restreint, c'est authentique et intégral, c'est aussi un échantillon d'une langue. Alors là encore, problème language du langue, enfin là on peut dire d'une langue ou du langage. Bon, les deux. Alors, Sinclair partage avec Hallyday, peu importe, une conception probabiliste du sens qui le conduit à considérer qu'en établissant des patterns de colocation à partir de grands corpus de textes, on peut établir le sens d'une expression, non de façon absolue, mais plutôt comme une tendance probable. Ceci aura des conséquences sur la constitution d'un corpus, c'est qu'il est toujours augmentable et jamais fini. C'est à la fois un texte peut être un échantillon de langue et donc un corpus, mais le corpus n'est absolument jamais fini. Alors, sa position exige un maximum de données, et à cause de la position probabiliste, et des capacités de traitement automatiques inexistantes dans les années 60, bien sûr. Donc, Sinclair fait autre chose pendant un certain nombre d'années, reprend à la fin des années 80 pour aboutir à ce fameux projet qui a donné un dictionnaire, le COBIT, que vous connaissez fait, qui est une base de données lexicales destinée à confectionner le dictionnaire, à partir d'un ensemble de textes authentiques et intégraux qui sont rassemblés dans le Birmingham Collection of English Texts, qui est un corpus fondé exactement sur ces principes-là. Ainsi, Sinclair oppose, alors par ailleurs, il oppose deux principes d'interprétation dans un texte, Open Choice Principle, Idiom Principle, donc le locuteur dispose d'un grand choix de possibilités lexicales restreintes uniquement par des contraintes grammaticales, et l'autre, l'idiom principle, selon lequel le locuteur ne dispose souvent qu'un choix limité de syntagme en partie préfabriquée. Et dans les années 90, alors ça c'est dans les années 90, justement dans le deuxième mouvement où on a les grandes données, il y a le débat sur la créativité linguistique de Chomsky, donc c'est très tardif, hein, sur le fait que, étant donné que les locuteurs ont cette possibilité d'avoir à leur disposition des idiomes préfabriqués, hein, des colocations, des prêts à parler, ça met en cause d'une part le problème de créativité linguistique et de faire au sens où la mémoire est de nouveau réhabilitée dans la production et l'acquisition du langage. Hein, donc ça, bon, les arguments, il y a des textes là-dessus. Enfin, disons, voilà, on ne peut pas insister là-dessus, mais simplement pour vous dire que le débat, ça donne des arguments, il y a des arguments qui sont produits alors que Chomsky avait des arguments contre le corpus, hein, enfin, c'était le problème d'attestation. Là, il y a des arguments contre le programme chomskien qui sont produits par les corpus linguistiques. Alors, le corpus driven, le nom même, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, évidemment, ça veut dire dirigé par les données, ou pas dirigé par le corpus. Ça suppose qu'aucune position théorique a priori ne préside aux observations sur le corpus, la théorie étant induite du corpus. Cette position adoptée par ses disciples, selon laquelle il faut laisser parler le texte, hein, où la grammaire émerge du texte, on retrouve des formules comme ça, sans a priori théorique, est déjà présente chez Sinclair, hein, dans 91. Large quantity of raw text are processed directly in order to present the researcher with objective evidence. Alors ce n'était pas la position de Firth quand même, je maintiens, parce que pour lequel il y avait des abstractions, il y avait des colocations et des abstractions, comme vous avez pu le voir, hein, it's an abstraction of the same technical level, et là, je ne lis pas la citation, mais il n'y a pas de fait brut. Hein, the fact has to be stated in technical language at each level, for each technique and for each discipline, etc. The notion of a mere fact is the product of the abstractive intellect. Donc il y a quand même une dérive, si je puis dire, enfin par rapport aux positions fortiennes, c'est cette négation de l'abstraction et on pourrait dire positivisme
assez absolue des corpus drivés. Alors maintenant, je passe au deuxième théorie qui a inspiré la corpus linguistique et dont une partie a inspiré le deuxième courant, le corpus-based. Ce sont les travaux de Randall Quirk. Alors, Randall Quirk s'était intéressé à faire un corpus pour des raisons tout à fait différentes, le Survey of English Usage, dans les années 60 toujours, pour fabriquer des grammaires descriptives et prescriptives. Donc la question n'est plus uniquement lexicale, comme du côté du corpus de Sinclair, mais là, on veut construire des grammaires. Pour cela, il a besoin d'une analyse descriptive, aussi systématique et complète que possible, de l'usage grammatical de l'anglais, afin d'avoir à sa disposition un corpus de données permettant une démarche prescriptive objective. Ce corpus de données doit rendre compte de l'usage attesté des corpus. L'usage attesté compris dans les corpus. On peut fabriquer à l'aide de corpus. De l'usage découvert par des tests d'élicitation et de l'écart entre usage perçu et usage prescrit, enfin des différences introduites par les variations libres. Donc un corpus complètement multiforme, où le corpus de texte, enfin d'usage, usage texte au sens là de données écrites ou orales, fournies par les locuteurs, c'est pas du tout la même notion de texte intégral et authentique de Sinclair. Donc un corpus, mais qui n'est qu'une partie. Une partie, le reste, c'est produit par expérimentation. Et pour Quirk, la tâche du linguiste est de rendre compte et d'examiner toute réalisation grammaticale, à rendre compte de tout écart par rapport à la norme, statistiquement déterminée, et expliquer pourquoi l'usager, the user of the language, s'écarte de cette norme. Se met ainsi en place la notion de total accountability en 84, terme selon laquelle le linguiste doit rendre compte de la moindre variation dans la mesure où celle-ci a nécessairement une explication linguistique et guidera toute son entreprise. Par exemple, les plus petites hésitations, comme celle qu'il y a dans l'exemple ici, le T avec should try, est un indice que le locuteur a été tenté par dire they should try, mais they tried. Et la question pour le linguiste, c'est de se demander quel syntagme aurait été réalisé si le locuteur avait utilisé try ou tried, et ce qui l'a conduit à rejeter l'une ou l'autre forme en faveur de should try. Donc la moindre variation, et il faut en rendre compte. Ce principe de total accountability est mis en œuvre dans l'étude des variations libres, et en particulier au sein de l'usage anglais éduqué, c'est ce qu'on étudie, et c'est sans doute l'aspect le plus original de la démarche de Quirk, c'est là qu'est mis en œuvre ce principe. Quirk conçoit l'investigation des variations libres en tant qu'étude de l'écart entre usage attesté, usage perçu et usage prescrit. Ce qu'une personne dit réellement peut être différent de ce qu'elle croit qu'elle dit et de ce qu'elle pense qu'elle devrait dire. Par exemple, il prend l'exemple des relatives, il en donne beaucoup, enfin je prends celui-là. Il a étudié les relatives who et that en position sujet, et Quirk constate que les locuteurs de l'anglais éduqué ne font pas la différence d'une relative ayant des aliments antécédents. Pourtant, les résultats d'une étude statistique montrent qu'ils sont très différenciés. On trouve 200 cas de who pour 19 cas de that, d'où le fait qu'il y a effectivement cette grosse différence entre usage prescrit, là il n'est pas en cause, mais usage perçu et usage réalisé, usage attesté. Alors, les conséquences méthodologiques impliquées par l'étude des variations libres et des écarts entre usage attesté, usage perçu et usage prescrit sont importantes. En particulier, l'examen d'un corpus d'usage ne peut pas être la seule méthode d'étude de l'usage. Il faut également mettre en œuvre des tests d'élicitation. Au départ, le corpus SEU, était constitué de 200 extraits de textes d'anglais attestés, écrits ou parlés, 5000 mots chacun, un total d'1 million de mots. Il comprend des enregistrements de conversation spontanée, des textes venant de toutes sortes de sources, des romans, des pièces de théâtre, des textes scientifiques, des journaux, etc. Autrement dit, l'organisation du
SEU était celle d'un corpus échantillonné à partir de genre. Hein, c'est très très clairement conçu comme ça. Le SEU, donc, qui a été plus ou moins constitué dans les années 50, n'a été implémenté. Il a été constitué dans les années 50, mais les tests d'élicitation, eux, qui complètent ce corpus, hein, puisque le corpus d'usage n'est pas suffisant, les tests d'élicitation ont été mis en place après que Twerk ait lu Aspect, de façon très explicite. Il le cite, il travaille avec, à partir des tests de Miller, hein, George Miller. Il étudie la performance et l'acceptabilité, la grammaticalité et la compétence ne l'intéressent pas, c'est le dit très explicitement, et il va expérimenter pour tester l'acceptabilité. Il va avoir une conception graduelle d'acceptabilité. Plutôt que de parler de phrases bien formées ou non phrases, il a une conception de gradience. Les tests, il ne veut pas de phrases bien formées et mal formées, et cette conception graduelle fait qu'il teste des phrases ici pour savoir si elles sont normales, complètement normales ou douteuses. Et dans les résultats, on s'aperçoit que les phrases considérées comme complètement acceptables ou complètement inacceptables sont rares. La plupart des phrases se situent entre les deux, montrant combien la gradience est manifeste. La plupart des réponses sont douteuses, sont dans le cas douteuses. Alors, en 1995, Twerk ajoutera que la réflexion spéculative et théorique, donc le recours aux exemples construits, reste incontournable. Une telle démarche s'oppose à celle de Sinclair et mérite probablement d'être affirmée à l'ère du tout corpus. Hein, plus Twerk est avancé, plus Sinclair, parce que ça n'est jamais fini. Des formes rares peuvent ne jamais y apparaître, comme le verbe there, par exemple, en anglais. Donc, des arguments, effectivement, qui sont devenus assez, disons, bien connus. Et l'utilisation complémentaire des tests d'élicitation donc permet à Twerk de se démarquer de ses critiques du corpus et de la prédominance de tout attesté, évidemment. Alors, donc voilà pour. Alors, le courant corpus-based est issu en partie des travaux de Twerk, mais pas tout, puisque les descendants des corpus informatisés descendent du SEU, mais que du SEU n'acceptent pas du tout enfin, disons, grosso modo, c'est tenant du corpus-based, là, les autres peut-être. Il y a peut-être d'autres gens qui acceptent les problèmes de tests d'élicitation corpus construit, mais les descendants directs du SEU, la première informatisation, on peut dire que c'est le fameux corpus Brown, qui est considéré comme le premier corpus informatisé, exactement sur le même modèle, où Twerk y a participé, donc 200 extraits de texte dans le LTST, de chacun 5000 mots, et pour un total de 1000 mots. Dans les années 70, on a vu apparaître des corpus de l'anglais élaborés sur ce modèle du SEU et du Brown, plutôt dans les pays scandinaves, des grands têtes de films, des corpus de mémoire, donc corpus scandinave, mais en Scandinavie, mais de l'anglais. Et actuellement, on a l'ICE qui a été créé en 90 et qui est toujours en voie de développement, qui est un corpus toujours constitué de la même façon, hein, le même échantillonnage, etc., et diverses variétés d'anglais dans le livre. Alors, que veut dire corpus-based? Corpus-based, ce sont des corpus, l'idée c'est des corpus informatisés de très grande dimension, et ce sont des grands ensembles de données qui permettent d'effectuer des explorations de toutes sortes, hein, que ce soit des décomptes statistiques, de recherche de structure à partir d'hypothèses linguistiques définies, indépendamment de toute théorie. Donc c'est la position TAL, un traitement automatique des langues qui est massive, là, c'est-à-dire on a des données et on peut faire n'importe quel traitement à partir de ces données. Ça n'est pas lié à une théorie particulière, contrairement au corpus de Jeunes, qui avait une position théorique, comme on l'a vu, assez précise. Donc là aussi, c'est pas du tout dans les milieux de Twerk, hein, c'est quelque chose qui s'est fait à partir de lui, mais c'est différent. Et Leach, d'ailleurs, Geoffrey Leach, qui est le fils de ce courant, parle de Computer Corpus Linguistics. C'est, dit-il, une méthodologie robuste, autonome, indépendante de toute théorie linguistique. Elle est devenue un élément clé du développement du traitement automatique.
Alors le problème, c'est que quand même, ils sont moins modestes que ça, si je puis dire, c'est que les tenants de ce courant corpus-based, Nietzsche en tête, vont revendiquer une position théorique en linguistique. Les grands corpus informatisés sont considérés non seulement comme une méthodologie, mais une nouvelle linguistique, a new philosophical approach, this new kind of linguistics, Nietzsche 92. Je n'ai pas le temps de développer ces arguments ici, mais ils sont énormément fondés contre Chomsky, en étude de la performance et dans la compétence, etc. Vous pouvez trouver dans les documents, vous pouvez trouver des choses là-dessus. Et il repose donc en grande partie sur des critiques du programme chomskyen, mais du programme chomskyen des années 60, pas de Chomsky 80, 82, 84. Donc, ces tenants de ce courant prédisent que l'approche par corpus, encore minoritaire dans les années 80, deviendra dominante dans les décennies suivantes. Et donc, nouvelle approche du langage. Et je vais passer la parole à Thierry qui pourra vous dire si cette prédiction s'est vérifiée. Voilà. Peut-être qu'on regroupe les questions après, ou vous voulez intervenir là. Oui, allez-y, oui. Ce qu'on a vu particulièrement pour Corpus Driven, ce sont des programmes en fait, des programmes de méthode d'application. Il n'y a pas de base épistémologique, moi je vois pas de fondement à ça en fait. Juste le fait de dire que bon, le corpus c'est mieux, donc tout commence à partir du corpus. Le corpus driven, la première. Après c'est différent. Attendez, vous voulez dire le premier courant, le courant Sinclair. Oui, le courant Sinclair. Après, mais la remarque aussi pour reprendre le truc, enfin, il n'y a pas de base. Je vois pas de base épistémologique à ça en fait. Je vois pas d'où ça vient. C'est un programme. C'est des postures sur le langage quand même, par exemple, théorie du langage. Mais oui, mais Fort pas une théorie du langage. Oui, mais c'est juste que dans l'exposé, je. Bon, alors, désolé, oui, je vais pas refaire l'exposé. Non, ça paraissait assez. Ça paraissait des directives en fait. Voilà, une succession de directives. Il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. J'ai pas saisi. Comme je connais pas du tout ces courants. Je vais pas refaire l'exposé, donc on en discutera après, vous me renvoyez. Désolé, c'est moi qui vais peut-être exprimer, mais c'est des postures. Non, c'est pas. Je n'ai pas montré la façon de se constituer. Oui. Par contre, consiste tellement d'avoir des textes intégraux. Est-ce que ça n'a pas de rapport avec l'unité de théorie du sens qu'on a dans son corpus? Je pose la question parce que au même moment, il y a le corpus du TLF qui est fait. Oui, en 60, oui. C'est même le premier corpus, à mon avis. Et là aussi, pour le TLF, de façon surprenante, ils insistaient pour avoir les œuvres dans la totalité. C'est comme ça qu'on se retrouve avec tout Claudel, c'est très grand. Avec le principe que ça devait être des textes intégraux. Et j'ai jamais compris d'où ça venait cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y avait Alors, c'est pas la même idée de texte intégral. Parce que toi, tu dis que le TLF, c'est tout Proust, etc., et pas un morceau. Là, c'est n'importe quel texte. Alors, si tu prends un ouvrage, par exemple, ça c'est intégral. Si tu prends un poème, c'est intégral. Alors, c'est la notion de langage restreint, en fait, pour Firth. C'est-à-dire que c'est antistructuraliste, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que le langage n'est pas un tout, etc. Donc, on va travailler sur pas des sous-langages, parce qu'avec Harris, c'est les sub-languages, mais c'est différent. Oui, j'avais fait. J'avais écrit un truc sur les deux, tu vois, parce que cette idée de restricted languages, c'est vraiment extrêmement fort, parce que c'est une position antistructuraliste, du genre, c'est descriptiviste, il faut pouvoir avoir les éléments travaillés. Un peu comme l'idée d'ailleurs du corpus des uniphilia, parce que même s'ils sont finis ou pas finis, il y a des corpus, il faut bien quand même avoir une base de données, enfin un ensemble sur lequel on va travailler. Là, c'est cette idée de restricted languages, c'est pour ne pas travailler sur le langage. Le langage, ça s'étudie à partir de là. Alors, une sorte de morale provisoire, on clôt par le texte, parce qu'on ne peut pas clore le corpus. Il n'y a pas de principe de clôture du corpus, alors oui. Oui, alors l'idée de corpus, chez Firth, il n'est pas là, mais il y a corpus inscriptionum. Tu vois, c'est ce que font les philologues en fait. Il y a cette idée de corpus là, ça vient de là, le corpus. Et donc, du coup, il a
effectivement, il y a cet ensemble de textes qui ont effectivement une unité, hein, pour un philologue. Et là, cette idée, c'est vraiment, à mon avis, une démarche empirique, tu vois, c'est-à-dire une démarche descriptive. Et ça commençait par... D'ailleurs, l'idée de langage restreint, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle est apparue pendant la guerre. En 1945, quand il a donné des cours aux pilotes, des cours de japonais aux pilotes de la Royal Air Force, et sachant qu'il n'allait pas leur enseigner exclusivement, enfin, toute la conversation générale où il était capable de servir le thé dans un salon, mais exclusivement l'idée de on va leur enseigner quelque chose de très technique qui va leur servir pour comprendre les ordres des pilotes japonais. Donc c'est là qu'il introduit l'idée de langage restreint. Donc c'est très proche des langages de spécialité, etc. Mais ensuite, alors c'est très compliqué parce que le langage restreint, ça devient le métalangage, ça demande le langage de description et ça donne ces langages de spécialité. Donc il brasse tout ça dans les années 50, et trois à la fois. C'est assez bizarre comme truc. Mais si tu veux, c'est une base vraiment théorique, si tu veux, du descriptivisme empirique, quoi. On va travailler là-dessus. Et les traductions, alors avec des applications, en fait, l'idée c'est de faire la description linguistique et la traduction mécanique, et la même chose que faire la traduction d'un texte ou d'enseigner les langues. On travaille à partir de langage restreint. Il y a cette idée aussi, si tu veux, qui est très forte, c'est que l'activité du linguiste ne se dégage pas des applications de la linguistique. D'où le fait qu'il faut avoir travaillé sur un objet, sous-objet du langage. Je n'étais pas convaincue, il faut regarder, c'est curieux. Oui, oui, alors, oui, mais c'est une notion un peu différente, je pense. La légion d'usage, il y a sans doute ça passait par Wittgenstein, mais pas question de langage restreint, je ne crois pas. Au revoir. Je passe peut-être là. Vas-y.